Donc moi je suis créateur de contenu et je suis spécialisé en Silver Economy. Silver Economy, c'est toute l'activité économique qui aide, qui s'adresse principalement aux personnes âgées et plus généralement qui essaye de trouver des solutions pour aider tout le monde à bien vieillir. Ouais, ok. Donc c'est tous les seniors, quoi. Ouais, c'est ça. Et plus largement, l'idée c'est aussi d'apporter des réponses à l'ensemble des personnes qui se posent des questions sur le sujet, sur comment je me prépare à cette étape par laquelle on va devoir tous passer. Et est-ce que je dois attendre d'avoir 75 ans pour m'en préoccuper ou est-ce que c'est pas mieux de voir un petit peu avant comment faire? C'est un sujet qui toi, intéresse. Tu fais quoi sur ça? Alors moi, je fais de la création de contenu. Ouais. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai créé un blog et une newsletter assez rapidement. Et j'ai commencé à communiquer sur le sujet en visant assez large au début, parce que je ne savais pas exactement à qui je m'adressais, qui j'intéressais principalement. Et je me suis rendu compte que j'intéresse principalement les professionnels et les jeunes qui ont un parent ou un grand-parent âgé qui se posent des questions par rapport justement à comment on fait pour que ça se passe bien. Donc tu as commencé par ta strate de contenu, quoi. Tu as juste écrit beaucoup d'articles pour rassembler des lecteurs et tout, quoi. C'est ça. Ok. Ça, c'était quand? C'était en décembre 2017. D'accord. J'ai commencé ça comme ça. À l'époque, j'étais encore actif, j'étais encore salarié. Ouais. Le lapsus, voilà. Exactement. Ouais. J'étais encore salarié, j'ai été responsable de service client pendant 10 ans dans une mutuelle. Et donc j'ai négocié ma rupture conventionnelle en janvier, je suis parti en juin. Et donc petit à petit, j'ai développé ça. Ça a vraiment décollé en juin. Ouais. En juin, j'ai eu mon premier client. Ça s'est fait de façon un peu fortuite, c'est-à-dire que moi j'avais pas forcément prévu de vendre du contenu en fait, et j'ai interviewé une entreprise, parce que dans mon blog je fais beaucoup d'interviews, et il se plaignait de son blog, en fait il trouvait que son blog était pas hyper pertinent par rapport à ce qu'il voulait faire, et donc je lui ai proposé d'écrire pour lui, et puis il a accepté, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait un marché, quoi. Ok. Et donc quoi, tu lui as vendu un certain nombre d'articles ou tu lui as vendu un forfait? Je voulais voir ce qu'il voulait. Lui, il travaillait avec un rédacteur web généraliste qui payait 250 € par mois, je crois. Et il m'a dit, je lui ai dit, voilà, moi, par rapport à ton business, par rapport aux clients que tu veux adresser, voilà le type d'article qu'on peut faire, voilà moi combien ça coûtera. Et donc du coup, il a accepté en fait un planning éditorial avec 6 articles, je crois, sur 3 mois, pour un prix qui était très supérieur à ce qu'il payait son rédacteur généraliste. Okay. Et je lui ai proposé à la fois les thèmes et les articles, en fait, et les contenus, et la taille, etc. Et je lui ai aussi apporté pas mal d'insights en fait, par rapport à son blog, quoi, en faisant un peu une étude de marché. Alors lui, il vendait des systèmes de détection des chutes. Okay. C'est des trucs que tu mets dans ton appart pour voir si... Et donc quoi, tu lui as proposé de faire ce que tu avais dit à la base, qui était tu touches les jeunes qui ont un grand-parent. C'est ça, ouais. Avec ta strate de contenu, et du coup tu adresses le contenu à eux, tu leur crées des trucs pertinents. Et tu fais des contenus qui ne soient pas le contenu que tu peux trouver sur tous les autres blogs. Okay. Et qui aillent un peu plus profondément que juste je parle de ma solution. Ouais. C'est ça en fait aujourd'hui le défaut principal que je détecte moi, c'est qu'il y a beaucoup de contenu hyper banal que tu peux retrouver sur tous les autres blogs et tous les autres médias, y compris les plus gros que toi. Et puis les gens ont un peu tendance à trop parler de leur présence sur un salon ou comment leur produit est génial. Ils ont du mal à sortir de ça et c'est normal parce qu'en fait faire ce travail éditorial ça demande beaucoup de temps. Et quand tu es focus sur ton produit, le vendre, etc. Tu es là genre, je vais parler de ça, je fais que ça toute la journée. Le jour où tu veux créer un contenu, tu as du mal à t'abstraire de ces éléments-là. Et moi, c'est ça que je leur apporte. Et donc aujourd'hui, je travaille, j'ai à la fois des missions ponctuelles et puis j'ai plusieurs clients récurrents. Moi, évidemment, je préfère les clients récurrents. Pas seulement parce que ça me donne un revenu de confort et du coup, c'est cool, tu dis que tu as ça qui tombe tous les mois, mais aussi parce que je trouve que la relation que tu développes avec tes clients récurrents est beaucoup plus forte. Et que du coup, un client récurrent, je ne suis pas juste le gars qui va créer un contenu et le facturer à l'acte. C'est plutôt une relation tout le temps, quoi. C'est-à-dire que ce matin, j'avais un client, et voilà, il m'a appelé pour me demander des conseils sur un truc, un mail qu'il voulait envoyer à un prospect, je l'ai aidé là-dessus.
Aujourd'hui, tu as des clients récurrents comme ça, tu en as combien en même temps? Alors, deux. Deux, ok. Voilà. Et c'est quoi, genre tu as une position qui est comme si tu étais employé chez eux à part-time ou c'est vraiment genre tu interviens à des petits moments ou... Alors, il y en a. Alors, l'un des deux, c'est un gros client. C'est une mutuelle en fait pour laquelle je crée du contenu pour son média, pour son blog. Donc là, j'ai vraiment une relation de prestat. Mais je crée beaucoup de contenu, donc ils me font beaucoup. Enfin, j'ai beaucoup carte blanche en fait, et ça, c'est vraiment très cool, quoi. C'est-à-dire que je leur dis, bon ben voilà, il y a des thèmes. De temps en temps, quand il y a une actu, par exemple la semaine dernière, il y avait une grosse actu sur le vieillissement, donc j'aurais proposé un article comme ça au débeauté, ils l'ont pris tout de suite, donc je leur ai fait. Et puis à partir du moment où je leur livre l'article, ils ne remettent pas en question, ils ne vont pas me le renvoyer 10 fois pour me dire non, on n'est pas d'accord, etc. Et l'autre client, c'est une start-up. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus un rapport de premier salarié avec eux, quoi. Ouais. C'est beaucoup plus. Ça fait 3 mois que je travaille avec eux et c'est beaucoup plus. La relation est beaucoup plus intense. Et c'est à la fois très cool parce que tu sens qu'il te fait confiance, qu'il a vraiment besoin de toi, qu'il s'appuie sur toi pour du contenu. Et donc, il sort souvent du cadre qui a été défini dans le brief initial. Et en même temps, c'est une position délicate. Parce que comme tu n'es pas premier salarié ni co-founder, tu ne sais pas exactement en fait où ça s'arrête, quoi. Tu ne sais pas à quel moment tu ne dois pas lui dire des trucs, quoi. S'il part s'il commence un peu, s'il fait un truc et tu n'es pas d'accord et qu'il ne demande pas forcément ton avis là-dessus, bah, tu ne sais pas s'il faut lui dire ou pas. Et ça, c'est pas facile en fait d'être dans cette posture. Mais en même temps, si je compare les différentes missions que j'ai pu faire, c'est quand même cette relation-là que je trouve la plus intéressante parce que tu développes vraiment un relationnel et donc il comprend mieux ce que tu peux lui apporter, toi tu comprends mieux son mindset, ce qu'il veut faire, etc. Et tu as vraiment l'impression de contribuer à son succès, quoi. Ouais. Donc, Ok. Donc du coup, tu as toujours un blog gratuit ou pas? Oui. Ok. Donc tu as ton blog gratuit qui parle de Silver Economy en général. Ouais. Et ensuite tu as donc des prestats de contenu payant. Ouais. Qui sont soit récurrents, soit ponctuels. Donc tu as 2 clients récurrents. Ouais. Et combien de ponctuels à peu près? Genre ça se passe comment les clients ponctuels? Depuis le début de l'année, des clients ponctuels, j'en ai eu 10. Ouais. Il y a deux, soit c'est moi qui les prospecte. En fait, comme j'en interviewe beaucoup, l'interview ça me permet d'identifier un petit peu leurs besoins, etc. Et puis de prendre contact avec eux. Et donc après, je les garde toujours un petit peu dans mon viseur. Ouais. Et si j'ai un moment, une actu, un sujet qui me permet de reprendre contact avec eux, à ce moment-là, je reprends le contact. Ouais. Ok. Et on peut bosser ensemble ou pas. Ça, c'est le premier canal. Ah oui, c'est toi qui vas les chercher et tu leur dis ah là j'ai un truc qui est adapté à ton business, donc Ouais. je pourrais te créer un Tu vois, par exemple, ça, quoi. il y a un mois, j'ai un client comme ça que j'avais interviewé. Il m'envoie sa newsletter. Je la trouve vraiment pas top. Et comme il était sur un business qui me fait beaucoup penser à Fempo, je lui ai dit tiens, regarde Fempo, ils font un truc super cool. Regarde leur site, regarde un peu leur intention, etc. Ça pourrait coller par rapport à ce que tu fais. Et du coup, il m'a dit ouais, ok, parlons-en. Et donc, je leur ai fait une page de vente par rapport justement un peu à cette idée. L'autre canal d'acquisition que j'ai qui marche bien aussi, c'est l'inbound. En fait, le blog me donne une visibilité qui fait que j'ai pas mal de clients qui me contactent en direct et surtout pour un contenu en particulier que j'aime beaucoup, c'est les conférences. C'est-à-dire que j'ai des organismes en fait qui me contactent, qui veulent organiser des conférences. Alors c'est beaucoup du public, des mairies ou des communes, des départements, qui veulent organiser une conférence pour public en général et qui me contactent par le blog justement sur mon expertise pour me demander d'organiser et d'animer ou d'intervenir sur une conférence. Ok. Et ça te rapporte des clients? Ah ouais. Moi c'est un truc que j'ai vraiment envie de développer parce que la relation que tu entretiens avec un public sur une conférence, elle est beaucoup plus, je t'apprends rien, elle est beaucoup plus intense et immédiate en fait que celle que tu peux entretenir via un blog ou une newsletter. Donc moi c'est clairement une activité que j'ai envie de développer. Et aujourd'hui, j'ai pas forcément les clés pour savoir justement comment choper en fait les plannings des gens.
Parfois, ça m'est arrivé une fois en fait d'aller directement rencontrer un élu pour lui dire bah tiens, j'ai une idée de conférence et il m'a dit banco, on y va. Mais quand tu fais ça, 9 fois sur 10, en fait, il dit banco, on y va, mais c'est pro bono, parce qu'il n'a pas de budget, quoi. Donc après, c'est cool, hein, c'est cool de le faire, ça donne de la visibilité. Des clients ou pas, quoi, c'est ça. Ouais, puis ça te donne de la visibilité globalement. C'est-à-dire que le sujet sur lequel je suis, c'est un sujet sur lequel le volet public, État, citoyen est très fort. Donc n'importe quelle intervention, tu réfléchis aussi à l'impact que tu vas avoir et puis tu réfléchis aussi à ce que ça va te rapporter en termes de réputation, de visibilité. Ok. Donc, quand tu dis interview, c'est quoi? C'est des vidéos que tu fais ou c'est des podcasts? Je fais surtout de l'écrit. Ok. Ah oui, donc tu fais des interviews écrites pour le blog, quoi. Ouais, okay. C'est ça. D'accord, ça roule. Donc toi, tes grosses problématiques actuelles, c'est quoi? Genre, c'est quoi les trucs vers lesquels tu veux tendre et où est-ce que ça bloque? Moi, mes problématiques aujourd'hui, c'est comment gagner du temps, comment être plus efficace sur certains goulets d'étranglement en fait, dans mon processus, notamment au niveau du brief client. J'ai le sentiment que je pourrais être plus percutant en fait, sur le brief client, gagner du temps, faire gagner du temps à mes clients en ayant une méthode qui permette de vraiment bien savoir dès le départ qui il est, c'est quoi son identité de marque, contre quoi il se bat, c'est quoi son blason, et puis pourquoi il veut créer du contenu, qu'est-ce qu'il en attend, qui sont ses cibles et qu'est-ce qu'il veut faire, quoi. Et partant de là, moi j'arrive un peu en brainstormant avec lui à voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qui sera le plus pertinent, sur quel réseau il faut qu'il attaque, sur quel canal d'acquisition il faut qu'il se lance. Et là, on peut monter des trucs. Mais j'ai le sentiment que cette étape-là, un peu de découverte, elle n'est pas hyper formalisée. Et que du coup, souvent, ça prend plus de temps que ce que ça devrait prendre. Et malheureusement, souvent, j'arrive pas à choper dès le départ toutes les infos qui vont me permettre de faire une presse vraiment pertinente, et deux, si on bosse ensemble, de faire tout de suite des contenus qui soient pile dans ce qu'il attend. Et ça, ça peut passer sur une relation long terme avec des clients un peu type start-up qui démarrent, mais par contre, mon ambition, c'est aussi de travailler avec des boîtes un peu plus grosses et un peu plus carrées sur ces sujets-là. Et je pense que j'ai pas le droit à l'erreur, quoi. J'ai fait des conneries, notamment récemment sur un client. Ça m'a appris des choses, donc c'est bien. Mais je peux pas me permettre d'avoir ce niveau un peu d'amateurisme si je suis amené à travailler avec des grosses boîtes influentes du secteur, quoi. Parce que déjà ça marchera pas. Et ensuite, moi, je veux vraiment donner une presta hyper qualitative à mes clients, et donc je peux pas me permettre d'être au mieux moyen, quoi. Ok, ça roule. Du coup, donc toi, tu as besoin de gagner du temps en fait sur ces prestats-là et de gagner en pertinence, en gros, à chaque étape, dire là, je suis sûr que je vais faire du taf qui ne sert pas à rien et qui est bien pour le client et qui va m'assurer une qualité, qui va m'assurer un truc sur le long terme qui fait que j'ai une bonne relation avec le client, que ça va marcher, et que ça va rouler. Qu'il n'y a pas de malentendu. Moi, j'ai remarqué qu'en création de contenu, les clients, ils ont qui connaissent pas bien le sujet. Ils ont d'abord le frein par rapport au prix, parce qu'ils réalisent pas forcément, ils mesurent souvent le prix qu'ils vont payer et pas forcément le bénéfice qu'ils vont en retirer. Typiquement pour une page de vente, les gens mesurent un peu, ça va me coûter X ou Y, mais ils font pas le calcul par rapport à ce que ça va leur rapporter d'avoir une page de vente qui est... je le fais. Tu le fais pour eux ou tu leur montres un peu ça ou pas? Alors je leur montre, j'essaye de leur expliquer. Malheureusement, en fait, aujourd'hui, j'ai pas d'exemple. Tu vois, je peux pas leur dire. Alors, j'ai fait une page de vente pour Blablacar et du coup. C'est quoi une page de vente que tu appelles? C'est une landing page sur laquelle ils peuvent. Donc tu crées toute la landing, tu fais aussi le design et tout ça. Ouais, c'est ça. Ok, donc tout va avec quoi. Mais justement, je fais mon expertise, moi, c'est sur l'écrit.
Ouais. Donc quelqu'un qui va vouloir des photos que je vais choper sur Pixabay, OneSplash, ça c'est bon, il n'y a pas de problème, je peux le trouver. Par contre, s'il veut que je lui fasse un design original avec des montages photos, je peux lui bricoler un truc, mais ce sera moche, quoi. Donc, et c'est important, et j'ai eu le cas justement, j'ai un client, il m'a commandé une page de vente pour son site e-commerce. Donc sur l'écrit, moi il n'y avait pas de problème, je lui ai fait un truc, c'était vraiment bien ce que j'ai fait. Mais en revanche, il voulait aussi du contenu visuel. Et là, moi, j'ai rapidement atteint mes limites, quoi. Et donc, je lui ai dit, bah non, écoute, moi, je suis pas graphiste, quoi, donc je peux pas te faire un contenu aussi qualitatif que ce que tu veux. Et lui, il pensait que ça faisait partie du deal, quoi. Ouais. Donc, et ça, c'est... Je pense que si on s'était mieux briefé au départ, tu vois, si on s'était posé, si on avait fait un dessin ensemble, etc. Qu'est-ce que tu veux là, qu'est-ce que tu veux là, qu'est-ce qui est important, ben, j'aurais pas eu ce quiproquo et ça m'aurait pas foiré la presta comme ça l'a fait. Parce que là, attends, genre en gros, tu as des landing pages comme celle-là, c'est une presta que tu fais. Ouais. C'est vraiment, tu crées la landing page et après tu leur dis, voilà la conversion, genre tu mets les trucs de tracking ou c'est juste vraiment tu crées le copywriting et... Moi, c'est vraiment le copywriting. Okay. C'est le heading, le header, les bullet points, les testimonies clients, puis un peu s'ils veulent du storytelling, parce que sur certains produits, c'est vraiment cool d'en mettre, etc. Ça, trouver les bonnes phrases, les bonnes accroches pour inciter les gens à s'inscrire à la newsletter ou acheter, ça je fais. Par contre, tout l'aspect, si je suis sur un CMS, tu vois, genre Shopify, bon, bah, c'est facile de faire ta page avec les boutons parce qu'il le fait pour toi. Par contre, à partir du moment où il faut rentrer dans le code pour modifier le CSS ou bien il faut créer des visuels originaux, etc., là, je dois faire l'aveu des limites de ma compétence sur le sujet. Ok. Et donc ça, c'est une des prestats, mais après, tu fais aussi des articles du coup pour eux. Et tu as quoi d'autre comme truc que tu proposes ? Je peux leur faire des interviews, je peux leur faire des vidéos. Des vidéos aussi ? Ouais. Ok. Mais des vidéos, c'est pareil, des vidéos plutôt type je te fais une interview. Il y a une presta que j'aime bien faire, que peu de gens maîtrisent, enfin que peu de gens comprennent en fait l'intérêt avant que tu leur expliques. C'est les gens qui font un passage télé et qui ils récupèrent l'extrait du genre, ils font 30 secondes sur le JT, mais ils récupèrent tout le JT et ils postent tout le JT en disant alors allez voir à 17 minutes 21, je fais un passage de 5 secondes. Et moi en fait je récupère la vidéo et puis je leur fais un montage sur la mission quoi. De façon à ce qu'ils puissent l'utiliser notamment sur les réseaux sociaux, ça marche pas mal. Ça c'est pareil, c'est assez facile à expliquer en fait le bénéfice là-dessus. Ça je le fais aussi. Puis après, je fais tous les contenus longs, c'est-à-dire que je fais des livres blancs, des études. D'accord, ok. Après, je peux faire à peu près, en termes de contenu, je peux faire tout ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Sachant que moi, mon expertise, c'est d'une part une expertise métier sur un sujet, un écosystème, des enjeux, etc. Et puis à pouvoir apporter des idées de contenu qui sortent de l'ordinaire, parler de ce qui se passe à l'étranger, par exemple. Et aussi, c'est aussi sur l'écriture, parce qu'en fait, moi, j'écris pour le web depuis 10 ans, quoi. Ouais. Alors, j'écrivais de façon bénévole pendant très longtemps. Ouais. Et, mais donc, moi, j'écris en permanence, en fait. C'est un biais, en fait, chez moi. Dès que je vis une situation, je vois un truc, je bouffe quelque chose, je vais au ciné, je pense tout de suite à la façon dont je vais l'écrire, quoi, le raconter, etc. Donc, j'ai cette... c'est ça en fait moi qui m'anime et c'est ça que j'ai envie de donner aux gens, quoi. C'est principalement c'est comment on trouve ensemble les meilleurs contenus possibles pour que ton business soit compris et pour que tes clients ou tes prospects ils te considèrent comme l'expert que tu devrais être. Ok, trop bien. Trop bien. Donc toi aujourd'hui là avec 2 clients récurrents et tes 10 clients ponctuels en 2019, tu penses que tu es à combien de la capacité de ton temps et à combien tu pourrais multiplier ça, quoi ? En fait, je pense que je peux compresser du temps sur le blog. Ouais. Je peux compresser du temps en écrivant moins, en faisant des contenus plus pertinents, en passant moins de temps en fait sur le blog. Mais aujourd'hui, en fait, je bosse 10 heures par jour, plus un peu le week-end. Et je voudrais arriver à être plus efficient, d'abord parce que j'ai une famille et donc ça les fait chier au bout d'un moment. Je passe je comprends, longtemps à bosser.
Et aussi parce que il faut que je passe plus de temps sur la prospection, que je passe plus de temps sur le networking, que je passe plus de temps vraiment au contact de mes clients et que je passe plus de temps à faire des recherches pour être capable justement de créer des contenus vraiment pertinents. Donc en fait, je pense que je peux mieux m'organiser en étant plus focus sur des activités où il y a vraiment une valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, le blog, tu sais mesurer à peu près ce que ça te rapporte comme leads et tout ça ou pas? Non. C'est très. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je pense que je me trompe sur. Et je pense que j'ai des biais en fait. Je visualise pas bien les gens qui lisent. Alors les abonnés de la newsletter, c'est plus facile parce que j'ai leur nom et souvent j'ai leurs adresses. Donc je vois si c'est des 500. 500, ouais. Je vois si c'est des pros ou des pas pros, quoi. Ouais. Et en plus, la newsletter, j'ai beaucoup d'échanges avec les gens. C'est-à-dire que j'écris, et puis souvent ils réagissent, ils m'écrivent en direct, donc je sais mieux un peu qu'est-ce qui les lead, qu'est-ce qui leur plaît, etc. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que ça me donne un peu une street cred de faire ça, que ça assied ma position d'expert. Mais que c'est pas forcément le blog et la newsletter qui me rapportent des leads. Il faut quand même que j'aille les chercher, à part l'inbound évidemment qui vient à moi comme ça, mais sinon pour vraiment concrétiser, j'ai du boulot de networking, Parce que dans la newsletter, sur 500 personnes, combien t'estimes pourraient être clients potentiels? Je pense un tiers facile. Et comment ça se fait qu'ils ne le sont pas? Parce que je les ai pas approchés. Parce que potentiellement c'est ça, tu vois, plutôt que d'aller passer du temps à faire du networking avec des gens que tu connais pas et qui te connaissent pas, des gens avec qui t'envoies une newsletter depuis X semaines, qui te connaissent un peu et tout ça, si tu leur dis au fait je fais des prestats, inscrivez-vous là, tu vois. Ouais, mais j'ai essayé en fait, alors j'ai essayé il y a longtemps, ça fait longtemps que je l'ai pas refait, de faire ça et j'arrive pas à... Ça marche pas terrible, quoi. Si je les approche en direct, parce qu'il y en a plein que je connais en fait, donc si je les approche en direct pour discuter avec eux, voir à quel niveau ils en sont, puis s'ils ont un peu envie de mettre du budget dessus, quoi, parce que bon, je travaille pas que gratuitement. À ce moment-là, ouais, ça marche parce que justement ils me connaissent, parce que j'arrive à développer une relation avec eux et parce que j'aime bien faire. Quand je dialogue avec les gens, j'aime bien leur donner quand même beaucoup de conseils, déjà leur apporter beaucoup de gratuit, de façon à ce qu'ils se disent c'est super déjà tout ça, ça doit être dingue de bosser avec lui. Et ça, il faut que j'arrive justement à transformer par rapport à ça sur la newsletter. Et c'est vrai qu'en fait ça fait partie des questions que je me pose vraiment beaucoup. C'est moi aujourd'hui la newsletter, j'essaie d'apporter de la preuve de contenu, c'est-à-dire de leur dire voilà, je vais te faire un contenu. Alors je me dis, mais tu sais, tu te dis, et puis parfois ce que tu te dis et ce que les gens pensent, c'est pas la même chose. Ils vont voir que le contenu leur apporte quelque chose, et que ils vont avoir envie d'avoir ce type de contenu pour eux, etc. Mais le switch se fait pas aussi facilement. En fait, aujourd'hui, j'ai un peu testé, alors par le blog non, parce que le blog c'est trop généraliste, quoi. C'est vraiment tout en haut du funnel et c'est pas l'endroit pour le faire. Quand j'ai créé des pages, plus je présente mes produits sur le blog, même quand je mets des liens, etc., avec des flèches qui brillent, personne n'y va. Non. Donc, pas du tout, genre? Ouais, ou vraiment de façon tellement minimaliste que c'est hyper anecdotique. Mais après, ça me dérange pas parce que c'est pas forcément ce que je veux en faire. Pour moi, je veux pas forcément, tu vois, je suis pas infopreneur, je fais pas du développement personnel, etc. Donc mon blog, il a une approche assez généraliste sur le sujet. Et ce que je veux apporter dans le blog, c'est vraiment des contenus qui apportent des choses aux lecteurs. Et puis qui leur donneront éventuellement envie de me contacter s'ils veulent aller plus loin. Oui, c'est vraiment inbound, genre voilà, même les gens qui te découvrent, ils vont voir ton blog, ils se disent il sait de quoi il parle, donc machin, c'est plus un soutien à ça plutôt qu'un moyen de t'amener des clients. Et puis comme tu vois là par exemple, je vais faire la semaine prochaine, je vais faire une conférence à La Roche-sur-Yon. C'est le conseil départemental de Vendée qui m'a contacté pour que j'intervienne. Je vais être interviewé par une journaliste pendant 1 heure en public. C'est sûr que quand on a préparé le truc avec la journaliste, elle avait lu plusieurs articles, donc elle savait déjà sur quel sujet je peux intervenir, ça peut être pertinent. Ça évite de faire un portfolio, tu vois, ou d'écrire ta biographie à chaque fois que tu veux travailler avec quelqu'un. Ok.
Trop bien. Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est que de toute façon, on va faire ce qu'on fait dans Anyone Can Scale. Hein. On va faire la chaîne de valeur à partir du début jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, toi en acquisition, tu as donc le blog un petit peu, on a dit les conférences. Et aujourd'hui, du sales à la main, quoi. Ouais, j'ai du networking sur LinkedIn, quoi. Et du LinkedIn. Du networking en direct, parce qu'il y a pas mal. Donc, c'est des petits écosystèmes, quoi. Donc en fait, du réseau bouche à oreille, quoi. C'est ça, ouais. Okay. Donc tout ça, à voir comment on fait pour augmenter la puissance de ces canaux d'acquisition-là, pour les faire rentrer quelque part correctement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta chaîne de valeur? Les gens, ils entendent parler de toi. S'ils décident que potentiellement, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que toi, tu les approches tout le temps, 100% des cas? Non, je dirais que c'est. Il y en a qui eux t'approchent. En termes, alors il y a deux variables. Il y a en termes de nombre et en termes de revenus. Parce qu'en termes de revenus, une conférence, ça rapporte beaucoup plus qu'un article de blog. C'est de l'ordre de 10 Parce fois que le plus. conf, c'est pas juste un canal d'acquisition pour des prestats derrière, c'est vraiment, c'est un revenu. Bah, c'est rémunéré, ouais. Enfin, elles sont pas toutes rémunérées, mais je dirais que sur les 6 que j'ai faites cette année, la plupart sont rémunérées. Ouais, ok. Parce que la conférence, c'est pas juste intervenir, en général, c'est aussi la préparer, etc. Ok. Donc la conférence, c'est pas juste un canal d'acquisition, pour moi, c'est aussi un produit. D'accord, ouais. Ok. Ok, ça roule. De toute façon, on va pouvoir faire les deux à ce moment-là. Et aujourd'hui, accéder à une conférence, du coup, enfin genre, toi, parler dans une conférence, c'est quoi le process pour arriver à ça? Tu m'as dit que tu as essayé de contacter les gens directement. Et donc 9 sur 10, c'est pro bono. Ouais, il y a ça. Il y a la première, c'est je viens, j'ai dit bah, tiens, voilà. Mais pour le moment, j'ai pas, j'ai pas un produit. Tu sais, tu as des conférenciers qui font une conférence comme ça, un peu genre façon produit. Et puis du coup, bah, ils appellent, ils prospectent en disant bah tiens, j'ai une conférence sur je sais pas, l'effondrement du monde. Voilà. Et du coup, ils ont un truc. Éventuellement, ils ont été filmés, ils ont fait un TED, donc ils peuvent dire bah voilà, ça parle de ça. Moi aujourd'hui, j'arrive avec une approche thématique et c'est pareil, j'ai pas un produit. Ma conférence c'est ça, voilà, je vous la fais comme ci comme ça. Ouais. Donc comment ça se fait? Genre t'en as donné combien jusqu'à maintenant? Pas beaucoup, 6. 6? Et il y en a une qui a mieux marché que les autres, ou tu as eu des meilleurs feedbacks, un truc comme ça? Tu peux pas en choisir une, quoi? Ou est-ce que tu les tailles exprès pour chaque sujet de conférence? C'est ça. En fait, c'est ça le truc. J'ai souvent, en fait, comme la plupart de celles que j'ai faites aujourd'hui, c'était de l'inbound. En fait, les gens m'appellent avec déjà un objectif. D'accord. Ouais. Donc, ils veulent parler de l'habitat, ou ils veulent parler du lien social, des relations enfants-parents, et donc ils me disent parlez-moi du sujet et faisons la conférence. Après, il peut y avoir mais je pense qu'il y a moyen en fait de créer des produits. Après, toute la question c'est est-ce que j'ai besoin de vraiment bien comprendre mon marché et les attentes pour designer une conférence que je suis sûr de placer, quoi. Ouais. Après, je pense que ça va plus vite de designer une conférence que tu n'es pas sûr de placer. Ouais. Essayer de la placer et voir ce qui colle pas et l'améliorer. Que essayer de trouver un truc ou du premier coup. Mais surtout qu'en fait, en disant ça, je réfléchis, je me rends compte que c'est possible parce que en fait, tu peux vendre une conférence sans l'avoir faite, quoi. Ouais, tu peux vendre une conférence avec genre un thème, 3 bullet points. Complètement, voilà, genre je fais ça comme sujet. Voilà pourquoi c'est intéressant pour vous. Voilà dans quoi ça se cale. Tu sais, genre je pense qu'il y a aussi genre sur ce produit-là, parce que donc t'as le produit Presta et t'as le produit conférence, quoi. Qui sont des services en fait, mais c'est pareil. Hop. Sur ce produit-là, en fait, il y a un enjeu d'éduquer un peu tes clients aussi, tu vois. Ouais. Allô, oui, bonjour, je voudrais parler du lien parent-enfant. Bah ok, pourquoi pas, mais en fait, j'ai cette conf-là qui est déjà prête et que j'ai déjà rodé et je sais qu'elle parle aux gens et qui est sur un sujet un tout petit peu connexe. Venez, on fait ça plus tôt, tu vois. Et après, à toi de les convaincre que c'est une meilleure idée, etc. Toi, ça te fait gagner du temps aussi en standardisant un peu plus ton truc. Après,
Effectivement, sur une conférence, je pense pas qu'il fait que tu trouves une conférence qui marche et que tu vendes tout le temps celle-là, mais tu peux en avoir 5, 6, 7, des trucs qui sont déjà très bien, forcément, tu vas t'adapter. Si ton public, c'est des ingénieurs ou des c'est étudiants, ça, tu vas pas t'adresser à eux comme si c'est des élus. Ouais. Mais globalement, moi, je fais ça. Genre, moi, quand les gens me demandent des confs, je suis là en mode créer une communauté, créer un produit. Je peux parler de mon expérience coup d'état, je peux parler de food, mais tu vois, j'ai quelques sujets phares. Ouais. Et après, je peux, comme tu dis, quoi, je peux leur envoyer les vidéos et leur dire en fait, regarde, c'est ça quoi. Ouais. Et ils sont là genre ah ouais ok. Et entre temps, j'ai réfléchi à ça, ça et ça, donc je vais rajouter ça dedans et t'améliores ton produit au fur et à mesure. Ils sont contents. C'est ça, c'est que tu vas avoir un noyau. Ouais. Et en fait, autour, tu vas rajouter des features en fonction de ton public et puis un peu des attendus. Ouais. Mais globalement. Là, en termes de revenus, les confs, ça te rapporte combien? Genre, c'est quoi en pourcentage conf Presta? Globalement, une conf, c'est 8 fois mieux payé qu'un article. Et t'en fais plus? Genre, je veux dire, là aujourd'hui sur ton CA. En faire plus. Non. Sur ton CA, t'es à combien là? Sur mon CA aujourd'hui, sachant que j'ai commencé à vraiment gagner en mars. Ouais. Et globalement, les conférences, ça représente 70% de. Ah ouais, 70% de ton CA. Ok. Ouais, donc ça vaut le coup de pousser là-dessus, quoi. Ouais. Et puis en plus, c'est vraiment aujourd'hui j'ai pas réussi à standardiser la création d'articles. Tu vois, le côté je crée. J'ai eu l'idée, mais bon, je l'ai jamais fait. C'est j'écris les articles, et puis après j'essaie de les placer. Les rares fois où j'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché, donc j'ai pas vraiment insisté. Et je pense que la conférence, c'est plus facile en fait, c'est ça, de créer le produit. Et puis derrière, de le rejouer. Alors certes, c'est un produit-service parce qu'il y a quand même un moment où tu parles, mais en fait, tout le travail de préparation amont d'une conférence, tu le fais qu'une fois. Tu vois, tu vas aller chercher tes références, chercher les analogies, etc. Ce travail-là, tu le fais qu'une fois. Donc pour moi, c'est vrai que la conférence, c'est plus... Oui, c'est beaucoup plus répétable que la Presta, quoi. Ma question, c'est à quel point... Tu pourrais pas, parce que la Presta, si tu écris des articles qui sont soit des interviews, soit même des livres blancs, etc., à quel point tu pourrais pas te servir de ta Presta, dire à tes clients de Presta, au fait, je vais aussi publier sur mon blog pour que ça fasse de la visibilité. Du coup, toi, tu réduis ta charge d'écriture sur ton blog juste pour le blog. Tu publies quand même tous les travaux que tu as fait avec tes Prestas et ça te donne une crédibilité pour les confs, quoi. Ouais, ça veut dire écrire un article pour un client et le republier chez moi. Ouais, pourquoi tu fais ça déjà ou pas? Je le fais pas parce que déjà ils sont tous terrorisés par le duplicate et en plus, ils cherchent un peu l'exclu en fait et je les comprends. Moi quand j'écris un article, c'est sûr que j'essaye de faire vraiment un article le meilleur article sur chaque sujet quoi. Et du coup, je veux qu'ils aient l'exclu quoi. À partir du moment où ils l'ont payé, ils ont le contenu. Alors après, moi, ça m'arrive de recycler mes contenus à moi. Tu vois, si je fais une newsletter et qu'elle marche bien, je vais essayer de la refaire en article, soit ou de la republier sur LinkedIn, etc. Mais en revanche, à partir du moment où je crée un contenu pour un client, le contenu tel quel, je ne vais pas le reprendre sur mon blog. Je vais reprendre parfois des bouts comme ça en me disant tiens voilà, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à écrire un article sur un sujet, autant en profiter. Mais j'ai jamais pensé même à leur dire tiens voilà, si je repartageais parce que j'ai le sentiment que les gens vraiment qui achètent un article, qui achètent un contenu, ils considèrent que c'est leur propriété et que si tu le dupliques, tu te fais un peu de l'argent sur leur dos. Quoi. Ouais. Mais c'est peut-être que je pourrais leur poser la question. Parce qu'en fait, c'est aussi bien, tu leur poses la question et tu leur dis moi j'ai aussi besoin de développer mon activité, je donne des conférences, ça me fait une crédit. Enfin, leur dire la vérité quoi. En fait, c'est toujours pareil, tu vois. Genre, je pense que quand tu es honnête avec les gens, ils peuvent comprendre. Après, peut-être qu'ils vont pas comprendre, mais au moins tu sauras quoi. Genre, tu vois, s'ils te disent tous non, ça me casse les couilles, tu le fais pas quoi. Mais je pense qu'il y a un truc intéressant parce que 70-30, mec, c'est quand même un. Enfin, c'est pas 80-20, mais c'est pas loin quoi. Genre, il y a quand même un truc où tu peux pousser juste sur tes confs et en faire un revenu principal. Où toi, ton objectif, c'est de faire rentrer des confs hyper régulièrement, d'aller chasser tous les salons, tous les trucs. Parce qu'aujourd'hui, tu me dis, c'est des collectivités locales qui t'invitent. Il y a quoi d'autre comme type de clients? J'ai là, par exemple, à la rentrée, donc j'en ai une la semaine prochaine. Donc ça, c'est une collectivité locale.
À la rentrée, j'en ai une, c'est une mairie. J'ai un salon aussi qui m'a contacté pour faire un talk sur la silver economy. Alors ça c'est pareil, c'est pas rémunéré. Et puis voilà, pour le moment les publics que j'ai pas encore touchés, mais en fait qui m'intéressent, c'est les grosses boîtes quoi, qui font des séminaires et donc là sur les grosses boîtes, moi j'avais quelqu'un qui m'avait donné un tip. Ce que lui il faisait, c'est que tu les contactes pour créer du contenu pour elles, typiquement pour faire une étude. Et en fait, après, tu leur vends une presta qui est, je te donne l'étude, et puis je te fais une conférence un peu genre devant tes cadres, etc., pour expliquer l'étude. Et donc, du coup, tu as un produit 2 en 1, et tu as contacté des boîtes pour leur vendre tous la même étude, avec éventuellement un niveau de personnalisation. Et la presta que tu leur vends, c'est soit tu as l'étude, soit tu as l'étude et en plus tu as une conférence. Donc ça, bien, ça. Ah ouais, c'est super. Ça, c'est trop bien. Mais aujourd'hui, je me dis, ouais, c'est génial, il faut que... Déjà, quand il me l'a dit, c'était en avril, je crois. Je me dis, ouais, c'est cool, il faut que je fasse ça, j'ai commencé à réfléchir, etc. Et en fait, après, tu es rattrapé par ton quotidien, ton machin, et donc du coup, tu te dis, bah tiens, je le ferai plus tard, quand j'aurai le temps. Et puis, je le fais pas, quoi. Ouais. Mais je sens, moi, déjà la conférence, je t'ai dit, ça m'intéresse plus en termes de relations, de com, etc. C'est beaucoup plus fort. Et en plus de ça, déjà, c'est plus rémunérateur, faut pas se le cacher. Ouais. Et j'apprends, en fait, ça me permet quand tu fais une conférence, quand tu fais de la création de contenu, c'est pareil. Tu vas t'astreindre à aller chercher de l'info pour construire une conférence qui soit vraiment top. Ouais, et synthétiser, t'apprends. Donc du coup, t'apprends beaucoup. Et donc c'est un processus hyper intéressant que tu as moins quand tu fais des pages de vente typiquement, parce que la page de vente, tu vas vraiment te focus sur le besoin client et puis les feedbacks. Et donc du coup, c'est moins riche quoi, en termes de... Pour moi, les pages de vente, c'est vraiment un boulot de copywriter, quoi. C'est vraiment, tu appliques une technique. Tu sais c'est quoi les messages, c'est quoi les messages qui font vendre, tu vas trouver une bonne punchline, etc. Mais ça requiert moins une expertise métier. Alors que la création de contenu type conférence, études, etc., c'est là où j'ai une valeur ajoutée par rapport à un copywriter. Ouais. Et donc c'est là que je veux aller. C'est bien parce qu'à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, je m'en rends compte. Puis après, je rentre chez moi et puis je fais des articles. Et puis tu fais des articles, forcément, t'es coincé dedans, quoi. Genre, c'est toujours pareil. C'est juste, genre, comment tu fais pour trouver un système que tu peux mettre en place petit à petit, genre pas tout changer du jour au lendemain parce que sinon t'effondres ton CA et c'est pourri, mais pour changer petit à petit vers ça, quoi. Tendre vers un système où tu fais plus de confs et moins d'articles et moins de pages de vente et plus de travail de fond et d'analyse. Effectivement, c'est ça que tu veux aller chercher toi. À quel point les prestats comme ça, c'est standardisable et tu peux les déléguer à quelqu'un? Déjà, pour que je puisse les déléguer, il faudrait que je les vende plus cher. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un problème par rapport au pricing qui est lié, je pense, à une méconnaissance du marché au départ. Et puis, déjà, les premiers clients que j'ai eus, je priçais pas très cher. Et comme c'est des clients récurrents, je leur ai pas dit d'un coup, j'ai doublé mes prix, tu peux comprendre. Et puis quand je bosse avec des startups qui sont celle avec laquelle je bosse, elle est quand même assez early stage, donc je lui fais un prix startup quoi, en fait. Du coup c'est pareil, je ne fais pas payer le prix grosse boîte. Je pense que c'est standardisable à partir du moment. Je te dis, c'est standardisable parce que globalement, les attentes des gens en termes de sujets sont assez récurrentes. Donc à partir du moment où tu as un peu un tronc commun, tu peux les aider à créer des contenus vraiment pertinents. Je pense que, je crois que tu le disais d'ailleurs, c'est Oussama qui lit dans la vidéo sur Anyone Can Scale, là, sur la standardisation. C'est vrai que souvent, les freelances ont l'impression qu'ils créent des contenus exceptionnels et qu'ils doivent créer du contenu unique à chaque fois. Et souvent, les clients aussi qui achètent du contenu veulent quelque chose d'hyper exceptionnel. Ce qui est paradoxal parce que sur le contenu texte, ils veulent de l'exceptionnel et puis sur l'image, ils vont chercher des images pourries sur une banque d'images. Donc c'est assez paradoxal quelque part. Mais le fait est qu'aujourd'hui,
justement, il n'y a pas de banque de texte, quoi. Ouais. Il y a pas encore, il y en a, hein, c'est en train un peu de germer, ce type de prestat, mais ça n'existe pas vraiment. Donc il y a quand même toujours un moment où il y a un type qui doit se pencher sur le sujet pour écrire un article. Mais selon ce que tu attends, selon que tu veux juste avoir un article pour avoir un bon ranking dans Google, ou si tu veux un article pour vraiment intéresser ton public, il y a un niveau de standardisation qui est plus possible dans un cas que dans l'autre. Ouais. Donc après, ça dépend beaucoup de ce que veulent les clients. Ouais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, comme je te disais, ce qui m'intéresse beaucoup quand je développe une relation avec des clients, c'est justement d'aller plus profondément que juste je vais t'écrire un article, mais vraiment, on va travailler ensemble sur ta com. Et moi, je vais te produire des contenus sur la partie où j'ai l'expertise que toi, tu n'as pas. Mais je vais aussi t'aider globalement à renforcer ta marque, à être plus pertinent dans l'ensemble, etc. Et puis à être autonome sur des sujets où tu n'as pas besoin de payer un freelance pour le faire à ta place. Ouais. Et donc, dans cette relation-là, c'est vrai que les articles standardisés, c'est pas forcément ce que je veux faire, quoi. Je comprends, ouais. Je comprends, ok. Il va falloir qu'on close bientôt. Du coup, aujourd'hui, tu as tous ces canaux d'acquisition-là. La presta, c'est 30%. Les confs, c'est 70%. Il y a plein de trucs que tu peux tester. La question, elle est sur le temps. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu es en mesure de, par exemple, te prendre une demi-journée par semaine, le jeudi, tu vois, tu te dis, ok, le jeudi après-midi, je fais pas d'article, je fais pas de presta. Par contre, je vais contacter toutes les confs que je peux trouver et leur proposer des sujets de conf, tu vois. Il faut que je le fasse. Mais tu penses que tu peux le faire ou… Ouais, je peux le faire. Ou c'est galère? Non, mais je dois le faire. Ouais. Je dois le faire parce qu'aujourd'hui, globalement, je constate que en fait, j'ai là un peu l'angoisse principale du freelance, c'est d'avoir une vision très court terme, de ne pas savoir qui seront mes clients en septembre, quoi. Ouais. Donc il y a un moment où je dois passer plus de temps sur la prospection et faire de la prospection en dehors des cercles de mes connaissances, quoi, d'arriver un peu à étendre sur des publics différents. Donc ouais, je pense qu'il faut que je me pose par rapport à ça. Et que je me définisse justement un objectif sur je dois avoir contacté tant de… Ouais, tu vois, parce qu'en fait, déjà, en gros, pour prospecter, parce que moi, ma réflexion dans tout ça, c'est que tu dois pouvoir faire un truc où si ta presta rapporte 30% de ton CA, ça veut dire qu'à terme, tu dois y passer 30% de ton temps, tu vois, voire zéro si tu arrives à tendre vers un truc qui est de mieux en mieux. Donc la question, c'est aujourd'hui, c'est ce qui te prend 100% de ton temps. Ouais. Comment tu fais pour réduire un peu ça à peut-être 70% et prendre 30% de ton temps pour aller prospecter des confs et pousser sur ce truc-là qui te fait plus kiffer. Je le vois quand t'en parles. C'est pas juste une question d'argent, c'est aussi que c'est beaucoup plus marrant en termes de taf. C'est beaucoup moins répétitif. Tu s'emmerdes pas, quoi. Donc, comment tu fais pour prospecter des confs? Ça implique de mettre en place une espèce de funnel d'acquisition de tes confs, quoi, grosso modo. Donc, comment tu fais? Tu te fais un board Notion où tu notes toutes les confs possibles. Je pense qu'avec le blog, tu as dû voir plein d'acteurs différents passer. Et l'objectif, ça va être déjà d'avoir des leads, quoi. Et ces leads-là, est-ce que tu peux faire des rendez-vous avec tous les gens que tu connais dans la silver economy et leur demander, ok, donne-moi les 5 personnes que je peux contacter qui vont m'aider à atteindre cet objectif-là. Et tu sais, il y a ce petit trick que j'aimais bien, qui est marrant. Je sais même pas si ça marche, j'ai jamais essayé, mais tu sais, où tu fais une liste et tu notes et tu dis, ok, donne-moi 5 personnes et tu notes et tu écris 1, 2, 3, 4, 5. Et puis le mec il te dit, ok, vas-y, je t'en donne un, tu vois, donc là, puis il donne le premier nom, puis il t'en donne un deuxième et tu l'écris sur 4. Il se dit, qu'est-ce que t'as branlé, tu vois, et en fait, il veut absolument remplir le reste, du coup, et tu peux les motiver. Bon, c'est une technique de vente à l'ancienne, de mecs qui veulent manipuler, c'est pourri, mais c'est marrant. Mais en gros, je pense que juste avec ton réseau et avec tout ce que t'as actuellement, si tu te prends une demi-journée par semaine où tu te dis, ok, je veux remplir ma pipeline de leads pour essayer de trouver des confs, qu'ensuite tu fais et que tu commences à créer un funnel qui est ok, je vais brainstormer avec eux sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme conf, qu'est-ce que je peux leur vendre comme produit, etc. Et qu'ensuite tu les closes et que tu te cales des confs un maximum dans ton agenda et que tu essaies de faire que des confs payantes et que tu te dis ok, je vais faire 20% de confs gratuites qui vont aussi me rapporter ça, je vais essayer de m'arranger pour que ce soit filmé, enfin tu vois, il y a
plein de trucs pour alimenter en fait ton funnel, que tu aies de plus en plus de leads qui rentrent, que tu aies de plus en plus de sujets de conf, et après tu peux commencer à standardiser quoi. Ouais. Genre quand tu auras fait 20 confs, tu sauras lesquels marchent le mieux, Ouais. tu auras des stats dessus, voilà le taux de satisfaction, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça que tu dois pouvoir mettre en place pour tendre vers ça, mais ça passe d'abord par juste arrêter de faire de ça 100% de ton temps et courir après le prochain bout de CA quoi. Non mais c'est super intéressant et tu vois, je me rends compte que c'est quand tu le dis comme ça paraît, tu te dis bah ouais, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt. Mais c'est vachement difficile en fait quand tu es tout seul de prendre le recul nécessaire pour justement, même si tu te fais toi-même ton petit mind map dans ton coin, arriver à prendre le recul pour vraiment faire ressortir l'essentiel ou vraiment ton envie, ton besoin profond, tes aspirations. C'est hyper dur quoi. Ah, clairement, et tu as tendance vraiment à toujours retourner, c'est une espèce de cercle là où tu retombes sur des trucs qui... De fou. Et en fait c'est terrible, c'est ça tout le truc, c'est que tu te retrouves dans une situation où tu cours après la prochaine petite récompense qui est genre j'ai fait ma landing page, je suis payé, donc effectivement comme tu vois à court terme en tant que freelance, c'est bon, j'ai encore du cash flow, je peux tenir, t'as une famille, enfin tu vois tout ça. Alors qu'en fait, c'est toujours pareil quoi, genre c'est comme dans Game of Thrones quoi, the higher the risk, the higher the reward. En fait c'est ça quoi, et en fait au final je pense que tu peux te mettre dans une situation où tu prends pas trop de risques en disant je bosse pas pendant une demi-journée, tu vois, ça va te forcer à organiser ton temps un peu différemment et à mieux t'organiser en fait, mais au moins tu as une demi-journée où tu sais que ça va être le truc marrant de prospecter des confs, et vraiment genre tu te fais cette pipeline et ton objectif c'est à chaque fois tu peux te dire après-midi du jeudi 1 je vais faire que remplir des leads, et donc là tu contactes des gens, vas-y c'est qui les gens que tu peux me demander, parce qu'en plus c'est pas du close, c'est vraiment genre t'appelles des gens, tu leur dis tu peux me présenter à quelqu'un qui sait faire ça, et les gens s'ils peuvent aider ils aident toujours, tu vois. Donc c'est juste remplir et après contacter les gens, alors de quoi vous avez besoin, comment je peux vous aider, tu sais faire quoi. Et ensuite les closer, mais au moins avoir un processus où à chaque fois tu te dis je vais me prendre un slot de temps qui va être 4 heures à faire que du lead, et puis la semaine suivante c'est 4 heures à faire que essayer de détecter les besoins des gens, et la semaine d'après c'est 4 heures à ceux avec qui j'ai trouvé des fits, les closer pour enfin avoir un deal. Et puis tu mesures ça et tu fais en sorte de l'améliorer au fur et à mesure, et si ça fait suffisamment de cash, tu réduis tes prestats et tu vas chercher plus de confs quoi. C'est juste que ça demande, c'est le seul moyen en fait, genre le seul moyen de changer un comportement et de changer une approche par rapport à ton activité en général, c'est pas d'avoir de la motivation, tu sais, genre tout le monde te parle de motivation tout le temps, genre il faut être motivé, machin, et moi je pense que c'est une énorme connerie, genre le seul truc qui marche c'est la discipline. Parce que c'est ce qui crée des nouvelles habitudes et qui fait que c'est pas juste, c'est la différence entre faire un régime et changer son alimentation quoi. Genre tu fais un régime, t'es là je suis trop motivé, au bout de 3 mois t'es plus motivé, genre évidemment la motivation ça dure jamais infiniment. Par contre créer une nouvelle habitude, un nouveau toi, ça marche quoi. Et semaine après semaine, je pense que tu peux mettre en place un système dans ton cerveau quoi, concrètement qui fait que tu te dis ok là évidemment, genre putain c'est trop bien, on est jeudi après-midi, c'est time to prospect. Et puis tu vas chercher tes leads et tes trucs. Mais quoi. merci en tout cas. Avec grand plaisir. Après, ça reste qu'un début, tu vois. Mais c'est vraiment. Mais je pense que c'est une première étape, quoi. Genre, il y en a plein d'autres après que je peux visualiser. Je pense que ça sert à rien de s'exciter dessus pour l'instant, quoi. C'est souvent c'est bien d'avoir une vision, mais c'est bien aussi d'avancer pas après pas, quoi. D'avoir une approche un peu itérative. Parce que fondamentalement, après, tu vois, si tu vois que ça marche, et tu te crées une landing page avec ton why, c'est en fait je vous aide à être l'expert que vous devez être, je vous apporte mes connaissances, etc. Parce que voilà, ton how c'est en fait j'écris tout le temps, je fais que penser à écrire et j'adore synthétiser des informations. Ton what c'est voilà mes packages de conférences, et puis tu trouves des moyens avec ton blog de rediriger vers cette landing page, t'automatises ta génération de leads, et puis ensuite t'automatises la phase de brainstorm parce que tu sais exactement quels sont les patterns de besoin avec un typeform machin. Et le close, c'est toi qui t'en occupes et tu t'assures de la relation, ou tu l'outsources à quelqu'un, tu vois, tu le délègues. Genre en fait, je peux totalement voir un système dans lequel tout ce processus-là est automatisé, mais il faut que tu passes par l'avoir fait d'abord avant, quoi. Ouais, non, mais c'est pour le moment, c'est aussi pour ça que j'automatise pas. Bon, déjà, j'ai pas, c'est parce que j'ai besoin quand même de mieux comprendre un peu les attentes, les besoins, et puis un peu là où ça coince.
T'es obligé, hein. Ouais. Genre t'es obligé, c'est impossible de... Parce qu'en fait, l'erreur à surtout pas faire, c'est de se dire je vais commencer par ma landing page. Ouais. Et comme ça, après, je ils pourrais vont venir. itérer dessus. Et en fait, c'est pourri parce qu'au lieu d'itérer sur un coup de téléphone Ouais. où tu vas juste changer ce que tu dis, tu dois changer ta page et tu te trouves Ouais. des excuses genre « Ah, je dois encore passer une semaine à changer le discours de ma page, machin. » Et en fait, tu t'en fous. Genre, ce qui compte, c'est juste est-ce que tu es capable de choper des leads. Et je pense que juste avec ton réseau, via le blog et tous les gens que tu connais, tu vois, tu te fais toute la liste. S'ils t'apportent chacun 5 personnes, mec, genre, tu dois pouvoir vraiment faire grossir ça, quoi. Mais une chose à la fois, focus-toi. Et maintiens ça pour te faire du revenu parce que mais tu vois, je pense que le besoin que j'ai, c'est pas un besoin d'automatisation parce qu'effectivement pour le moment j'ai pas suffisamment de leads pour me poser la question, mais c'est plus un besoin de rationalisation et de bien définir les questions que je pose. Je te dis encore une fois, d'abord pour gagner du temps, mais aussi parce que le ressenti d'un prospect, si justement tu as un discours super carré, tu poses tout de suite les questions intelligentes, les bonnes questions auxquelles il va apporter des réponses qui vont t'apporter quelque chose, le ressenti, il est hyper important. Moi, moi j'ai été beaucoup sollicité par des prestats quand j'étais salarié. Et tu le vois, quoi, un mec qui vient et qui est super bavard, il met 45 minutes à t'expliquer un truc dont t'as rien à foutre, tu vas pas bosser avec lui. Quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à ce que tu dis, qui va t'apporter du contenu pertinent tout de suite, que tu vas pouvoir utiliser, que tu bosses avec lui ou pas, tu vas le garder en mémoire et tu vas avoir super envie de le revoir parce que tu sens que ça fit. Clairement, ouais. Clairement. Mais pour autant, je pense que cette spontanéité, elle est adossée à quelque part une colonne vertébrale claire de à quel moment, qu'est-ce que je dis à quel moment, quelles questions je pose pour etc. Et ça, Ouais, mais tu vois, genre je crois qu'il y a, c'est encore une fois, je parle d'intensité et de focus, tu vois, parce que, moi, la seule technique que j'ai observée chez les entrepreneurs qui marche pour arriver à ce niveau-là de flow, quoi, c'est de le faire jusqu'à en vomir, quoi. Genre vraiment, tu vois, genre nous chez Coup d'État, on demande à Anaï, tu vois, genre la communauté Anyone Can Scale, genre c'est un call par personne à chaque fois que quelqu'un achète, et au bout d'un moment tout le monde te répète la même chose, tu vois. Ah, mes problématiques c'est ça et ça, ah bah ok, et tu sais quoi répondre et t'as déjà toutes tes réponses préfaites, et à ce moment-là, quand t'en as vraiment marre de répéter tout le temps la même chose, là tu automatises et ça devient plus intéressant, et cette relation-là, effectivement, je pense pas qu'elle passe par essayer de créer pareil que la landing page, tu vois, ça passe pas par essayer de créer un squelette de conversation qui va fonctionner. Non, c'est tu le construis par rapport à ton expérience. Tu le construis juste toi à force de faire. Tu sais, c'est aussi ce que dit Ous sur Jiro Dream of Sushi. Là. Tu fais du riz 100 000 fois, t'entends l'eau bouillir différemment. C'est la même chose, quoi. Genre t'es là en mode putain, mais c'est bon, j'ai compris. Et je pense que l'enjeu, il est à la fois dans toi trouver une offre qui est intéressante, et aussi, et là il y a un truc qui est intéressant, c'est que pour passer de cette phase-là à cette phase-là, il faut que tu filtres. Il y a forcément des gens qui seront des clients non pertinents. Genre, tu vois, tu vas avoir une catégorie, je sais pas laquelle, de conférences qui vont te proposer que des confs gratuites. Et en fait, il faut que tu t'assures à la base que ces gens-là, ils rentrent même pas dans ton pipe de leads, tu vois, que tu n'es même pas à les filter out, en fait. Nous, chez Coup d'État, on s'est rendu compte de ça. Anyone Can Scale, tu fais minimum 5K de chiffre d'affaires par mois et tu te sens coincé dans ton travail quotidien. Si tu n'as pas ces deux trucs-là, la probabilité pour que Anyone Can Scale soit intéressant pour toi, elle est ultra faible. Elle est toujours là, mais elle est ultra faible. Donc nous, on concentre tous nos efforts sur les gens qui ont ce profil-là, et les autres, tant pis, tu vois. Et en fait, à la base, c'est hyper contre-intuitif parce que tu te dis putain, mais je pourrais aller taper toutes les conférences de la Terre et leur parler à toutes. Et en fait, tu te rends vite compte que parler aux bonnes conférences et réduire ton nombre de clients potentiels, en fait, ça t'amène plus de clients in fine, quoi. Vaut mieux faire grossir ton nombre de clients vraiment pertinents et fans et alignés avec ce que tu fais, plutôt qu'essayer de faire grossir un et amas puis de c'est vrai trucs, que quoi. à partir du moment où tu as à la fois du payant et du gratuit, c'est vrai que les fans qui n'ont pas les moyens, tu peux toujours il y a toujours le gratuit. Ouais, c'est ça. Si tu vois, il y a aussi des trucs où toi tu veux kiffer et tu te dis bah là je vais faire cette conf gratuite parce que soit il y a une opportunité pour amener plus de leads,
soit il y a une opportunité pour moi me kiffer et juste donner à l'écosystème et t'es content, tu vois, ce qui est aussi un truc important, je pense. Mais en tout cas, avoir un funnel clair et des moyens d'actionner ça, juste je remplis mon pipe, j'essaie de closer, j'essaie de comprendre et le faire intensément. Genre je te dis, mec, hein, genre tu fais sur un après-midi, tu dois pouvoir faire, genre une fois que tu as déjà un pipe de lead, etc., tu dois pouvoir faire, allez, 10 calls, c'est énorme. Genre à la fin, tu as la tête comme un seau, tu vois. Mais au moins, tu as capté quoi. T'as capté, et même si sur 10 calls, tu as eu 10 échecs, c'est méga frustrant. Tu m'envoies un message, tu me dis, Val, c'est relou, je te fais une tape sur l'épaule, tu vois. Genre, je pense qu'on a tous besoin d'un peu de ça, mais en fait, même si tu as 10 échecs, au moins tu as compris 10 personnes qui sont pas dans ta cible, et tu vas en chercher d'autres, et tu remplis ton pipe, et tu as un truc réel, et ça devient un peu c'est un peu ton side project, mais au moins c'est un side project qui est pertinent pour créer un système qui t'amène vers un futur où toi tu fais que les trucs que tu kiffes, quoi. Parce que je peux comprendre que faire des landing pages toute la journée, même en tant que copywriter, c'est pas hyper marrant. Non, des landing pages, j'en fais pas des masses. Je trouve ça fun, mais c'est pas là où vous avez plus de valeur ajoutée. Mais même les articles, ça m'intéresse d'en faire. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps en fait. Ouais, clairement. Ouais. Ça prend beaucoup de temps et le retour finalement, c'est t'as gagné du fric, quoi. Ouais, puis tu t'es un peu cultivé, etc. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tellement noyé sous les contenus écrits que la valeur perçue d'un contenu écrit pour des clients, elle est très faible et qu'ils ne mesurent pas l'impact. Et ils n'ont pas tort parce que souvent l'impact, tu vois, s'ils ont un blog de marque, l'impact réel d'un article sur un blog de marque, il n'est pas énorme, quoi. Ouais, non, c'est clair. Et il n'est pas. Donc voilà, donc c'est vrai que ça m'intéresse et je ne vais pas forcément arrêter d'en faire tout de suite. Mais c'est pas ça, c'est pas là où j'ai le plus d'impact. Mais c'est toujours pareil, quoi. Le but c'est pas d'arrêter complètement là du jour au lendemain, c'est vraiment genre comment tu fais pour introduire un peu plus de trucs que tu kiffes et faire grossir la part de trucs que tu kiffes dans ton 100% de temps et réduire. Genre après, tu fais des packages de conf qui sont de plus en plus chers et tu fais en sorte que tu puisses bosser moins que 10 heures par jour aussi, quoi. Parce que je pense qu'il y a un moment où même pour toi, pour ta vie perso, c'est intéressant, mais au moins tu as effectivement une sorte de produit, un truc que tu peux vendre. Ce qui est marrant, c'est qu'on aurait pu le faire avec les prestats. Hein. Si tu m'avais dit, moi ce que je kiffe, c'est les prestats et les confs, ça me casse les couilles, tu peux arriver à élever le niveau, à standardiser tes prestations, à trouver les patterns, à faire le même type à avoir le même truc pour ça. La question, c'est juste qu'est-ce que tu as envie de faire et sur quoi tu veux pousser et vers quel modèle de vie tu veux tendre en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ça la beauté du truc, c'est qu'on fasse quoi. Ça roule ? Super, très bien. Bah écoute, tiens-moi au courant. De toute façon, on se tiendra au courant quoi qu'il arrive.